Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle conférence en fait du réseau Euroguidance. Donc aujourd'hui en partenariat avec la commission Fulbright et puis l'université Clermont-Auvergne et avec les participations également de Ethel. On aura un témoignage du coup d'une étudiante qui a fait une partie de ses études aux États-Unis. Aujourd'hui donc cette conférence ça va être sur les études supérieures aux États-Unis. Donc encore une fois avec la commission Fulbright et l'université de Clermont-Auvergne. Donc on va les laisser se présenter juste dans un instant. Peut-être juste présenter au tout début le réseau Euroguidance, vous dire juste un petit mot de ce que c'est. Donc le réseau Euroguidance, on a un réseau européen. Donc là aujourd'hui on sort un petit peu de l'Europe, mais qui fait partie d'Erasmus+, où on a pour objectif de promouvoir la mobilité des jeunes, que ce soit dans le cadre d'études, mais également sur d'autres types d'expériences. C'est pour ça qu'on est divisé en France à moitié avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, vous voyez, ce sont les petits points bleus qu'il y a sur la carte. Donc aujourd'hui, Dorothée et moi, on est du Centre d'information internationale donc de Lyon. Et on a également dans notre réseau le centre de Lille, de Strasbourg et de Marseille, ainsi que l'ONICEP. L'ONICEP, vous devez connaître, c'est l'éditeur qui publie des brochures sur l'orientation, tout ce qui est après le bac, après la troisième, etc. Et donc, on a également dans notre réseau une partie du ministère de l'Emploi, du Travail et de l'Insertion avec l'Intercarif PACA, qui est également en région parisienne, comme la commission Fulbright, qui s'occupe plutôt du droit dans la formation continue, de l'apprentissage, par exemple, et de l'Intercarif PACA, donc c'est la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui va représenter en fait toutes les régions françaises. Peut-être, on va continuer les présentations. Donc voilà, on vous a posé un petit peu le cadre général. Peut-être Céline, si tu veux prendre la parole. Céline Neuvième de la commission Fulbright. Bienvenue dans cette vidéoconférence. Donc, je vous présente très brièvement la commission franco-américaine. Donc, c'est un organisme international qui est financé par les deux gouvernements et qui a été créé en 1948 suite à un accord bilatéral entre le gouvernement français et le gouvernement américain. On a deux missions principales. La première mission, c'est de gérer des bourses, mais plutôt au niveau master. Donc, on n'a pas de bourse post-bac, mais plutôt au niveau master. Et puis, je vais en parler très brièvement tout à l'heure. Mais surtout, on a un centre d'information qui s'appelle le Centre Education USA, dont je suis responsable et qui est là pour donner des informations objectives, générales, sur le système universitaire américain. Donc, on fait partie d'un réseau international qui s'appelle Education USA et qui est affilié au gouvernement américain à travers le département d'État. Pour très rapidement, nos services, donc vous avez notre site internet www.fulbright avec un seul L. Dans la rubrique étudier aux États-Unis, vous avez plein d'informations générales sur les études supérieures aux États-Unis. Si vous voulez nous envoyer un email, il y a un formulaire de contact. On fait plein d'ateliers, de visioconférences en ce moment, ça n'arrête pas. Et puis, on peut vous recevoir sur rendez-vous si vous avez vraiment un projet d'études aux États-Unis. C'est ce qu'a fait Ethel il y a plusieurs années. Elle se présentera. Ethel, est-ce que vous pouvez vous présenter juste en quelques mots, nous dire un petit peu ce que vous avez fait? Pendant le lycée, j'avais comme projet de faire mes études aux États-Unis. Du coup, je me suis dirigée vers Education USA et Céline, avec qui j'avais pris plusieurs rendez-vous. J'étais allée à plusieurs salons et elle m'a aidée dans tout le processus d'aller étudier aux États-Unis. Et puis, je suis partie à Syracuse University, c'est une grande université à New York, dans laquelle j'ai fait un bachelor de communication pendant 4 ans. D'accord, merci. On aura l'occasion de revenir vers vous pour présenter un petit peu votre expérience et vous pourrez compléter justement ce que Céline Ouziel de la commission pourra nous dire des études aux USA. Cécile Tarade de l'université Clermont-Auvergne, est-ce que vous pouvez présenter aussi un petit peu votre université? Je suis donc Cécile Tarade, je travaille à l'université Clermont-Auvergne, à Clermont-Ferrand. Je travaille à la direction des relations internationales et je suis responsable du pôle des mobilités internationales. Donc l'UCA, donc l'université Clermont-Auvergne, c'est la fusion de deux universités qui étaient à l'époque l'université d'Auvergne et l'université Blaise Pascal. C'est à l'heure actuelle un peu plus de 35 000 étudiants répartis sur 6 campus. Un campus donc de Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, dans l'Allier. Nous avons aussi des campus dans le Cantal et la Haute-Loire, donc vraiment répartis sur la région Auvergne. C'est une université qui travaille donc en termes de formation et de recherche dans différents domaines que je vous ai indiqués à l'écran, donc les sciences de l'éducation, le droit, l'économie, le management et le commerce, la psychologie, les sciences physiques, les sciences de la vie, l'informatique, ingénierie, on a des écoles d'ingénieurs,
technologie, santé, donc avec plusieurs facultés de médecine, de pharmacie, d'odontologie, des arts et sciences humaines. En gros, nous avons 20 facultés, 20 UFR, 20 écoles, 20 composantes pour l'université. On peut en quelques mots expliquer que donc l'université, c'est ces domaines, c'est plusieurs facultés, et au sein de chaque faculté, la direction des relations internationales a des référents, c'est-à-dire des gens qui sont là pour accompagner les étudiants, les enseignants et les personnels administratifs dans leur démarche à l'international. On a des référents soit pédagogiques, c'est-à-dire des enseignants, soit des référents administratifs. Mais je pense que j'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Oui, on aura l'occasion vraiment de parler de la mobilité qu'on appellera dans notre jargon plutôt mobilité institutionnelle, c'est-à-dire rattachée en fait à un établissement en France. Peut-être Dorothée, là, si tu veux dire deux mots. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis psychologue de l'éducation nationale et je travaille avec Yvan au Centre d'information internationale, qui est membre du réseau Euroguidance. Donc j'accompagne des lycéens essentiellement, mais également des étudiants sur leurs projets en fait de mobilité dans le cadre des études, mais comme Yvan le disait tout à l'heure, aussi hors études. Hein, on réfléchit ensemble par rapport à leur profil, à leurs objectifs, à la durée pendant laquelle ils veulent avoir une mobilité, à quelles opportunités seraient intéressantes pour eux. Dans un premier temps, Dorothée va vraiment vous présenter un petit peu les différentes façons de partir pour bien vraiment poser le cadre, que ce soit du coup quand on est inscrit dans un établissement français, quand on veut partir tout seul, voir un petit peu voilà, les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Et ce sera illustré du coup par l'Université de Clermont-Ferrand Auvergne, pour ce qui est de la mobilité plutôt institutionnelle. Et Céline, accompagnée d'Ethel, nous parlera plutôt de la mobilité en solo. Et là, Dorothée, du coup, va vous repréciser tout ça. Il nous semblait important, en fait, en début de conférence, de repréciser les différentes manières de partir, d'autant plus que là, on a de la chance, hein, on a des interlocuteurs qui pourront justement illustrer tout cela. Différentes façons de partir. La mobilité qu'on appelle institutionnelle, hein, nous c'est vrai qu'on a coutume de l'appeler comme ça. En fait, cette mobilité-là, on peut l'envisager quand on est étudiant en France. Comment ça fonctionne? C'est la possibilité de passer 1 à 2 semestres d'études dans une université partenaire, donc là aux États-Unis, ou alors envisager une mobilité dans le cadre d'un stage. Je pense par exemple au stage de fin d'études en master 2. Dans ce cas-là, la mobilité est validée dans le cadre du diplôme français. Donc, on obtient bien un diplôme français. Cette mobilité est validée dans ce cadre-là. Les frais de scolarité, on les paye en France et en général, on peut compter sur des aides financières régionales, voire une aide à la mobilité internationale quand on est boursier sur critères sociaux. Mais tout ça sera bien illustré par justement Cécile Tarade, qui est responsable du pôle mobilité internationale de l'université Clermont-Auvergne. Autre possibilité de partir, toujours aux États-Unis, la mobilité qu'on va appeler la mobilité solo. Cette mobilité, on l'envisage sur une initiative personnelle. On peut partir directement après le bac, comme l'a fait Ethel, hein, elle nous l'expliquera, elle a préparé un bachelor directement après, ou alors éventuellement après une licence pour préparer un master aux États-Unis. Donc là, il s'agit d'une formation qu'on va faire complètement aux États-Unis. Et pour le coup, on va valider un diplôme américain et non plus un diplôme français. Les frais de scolarité, on va les payer aux États-Unis, à l'université qui va nous admettre. Il peut y avoir des bourses d'études possibles. Céline l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, notamment sur les préparations de deuxième cycle. Peut-être on pourra dire un mot des bourses d'études qu'on peut envisager aussi quand on est sportif de haut niveau, par exemple. Donc la mobilité solo sera exposée par justement Céline de la commission Fulbright. Et puis moi, je voulais évoquer un troisième type de mobilité qu'on appelle des cursus ou trinationaux, hein, quelquefois, en tout cas plurinationaux. Là, en l'occurrence, le temps d'études, il est partagé entre la France et les États-Unis quand on est justement sur ce type de partenariat. Et on obtient les 2 diplômes, donc un diplôme français, un diplôme américain. Pour le coup, les frais de scolarité, quand on est dans le pays partenaire, sont plutôt payés à l'université partenaire, mais il peut y avoir aussi des bourses d'études possibles pour couvrir, en tout cas en partie, les frais de scolarité. Voilà pour bien différencier les manières de partir. Et puis là, je vais laisser justement les collègues exposer ces différents types de mobilité.
On va passer à la mobilité institutionnelle avec, Cécile de l'ADRI de Clermont-Ferrand. On viendra également un petit peu peut-être plus tard au long de la séance sur voilà, la crise sanitaire que l'on traverse, hein, et puis voilà les impacts que ça peut avoir en fait sur la mobilité en général et plus particulièrement aux États-Unis. La direction des relations internationales et de la francophonie de l'université, c'est un service que l'on appelle central, c'est-à-dire que c'est un service de l'université, mais qui travaille, comme je l'expliquais rapidement tout à l'heure, en étroite collaboration avec les composantes. Les composantes, ce que nous on appelle composantes, ce sont les facultés. Donc, en quelques mots, pour vous donner le contexte, la DRIF, c'est 5 pôles. Un pôle projet et partenariat. Et c'est important, je pense, de le savoir. Pourquoi? Parce que les échanges dont je vais vous parler, les échanges qu'on a appelés institutionnels, ce sont des échanges entre facultés, entre universités et entre facultés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un partenariat de fait entre ces universités. Bon, dans l'ADRI, vous avez un système d'information qui nous permet bien évidemment de pouvoir calculer nos flux, savoir où sont nos étudiants, ceux qui partent, ceux qui viennent. On a le pôle mobilité internationale dont je suis responsable, qui lui va vraiment s'occuper du monitoring des flux d'étudiants dans le cadre de ces partenariats. On a un pôle d'accueil et d'attractivité internationale et le Centre Flora qui, lui, est axé sur les cours de français langue étrangère pour les étudiants étrangers. Ça, c'est la constitution de la DRIF. Et donc, le travail que l'on fait, c'est l'accompagnement de ces flux, de ces partenariats qui génèrent des flux d'étudiants, mais aussi d'enseignants ou de personnel administratif. Pour ça, on travaille vraiment main dans la main avec un réseau dans les facultés, parce que 35 000 étudiants, c'est beaucoup, et qu'on tenait vraiment à avoir une approche sur le terrain et un accompagnement privilégié. Donc, dans chaque faculté, on a des référents administratifs qui vont accompagner les étudiants dans le montage de dossiers et des référents pédagogiques qui sont les enseignants qui vont les accompagner dans le choix des cours, dans tout cet aspect pédagogique. Vraiment la distinction que faisait tout à l'heure Dorothée, c'est-à-dire qu'un étudiant inscrit à l'université va pouvoir partir dans le cadre d'une mobilité institutionnelle. Et il y a un point qu'a soulevé Dorothée qui est pour moi très important, c'est le fait que dans le cadre d'une mobilité institutionnelle, étant donné que nous on a un partenariat, les frais payés par l'étudiant seront payés dans l'université d'origine, donc à l'université Clermont-Auvergne. Et souvent, quand on parle pour plusieurs pays, je cite les États-Unis parce que je pense que c'est là où c'est le plus flagrant, c'est quand même très intéressant de payer les frais à l'université en France plutôt qu'aux États-Unis. Donc, les étudiants qui partent dans le cadre d'un partenariat aux États-Unis se voient payer les frais chez nous qui sont, on enlève carrément 1 zéro pour la plupart, voire 2, qui sont vraiment bien moins chers qu'aux États-Unis. Donc, c'est l'intérêt de bénéficier d'un partenariat pour ces frais, mais pour l'encadrement qu'il y a derrière aussi. Une mobilité solo va permettre à quelqu'un de partir, effectivement, de valider un diplôme, et c'est le deuxième point pour moi le plus important après les frais. Quand on part dans le cadre d'une mobilité institutionnelle, on va valider le diplôme de l'université d'origine, le diplôme de l'université Clermont-Auvergne, par équivalence, en ayant suivi des cours à l'étranger. On ne valide pas le diplôme américain. Donc, ça, c'est en général. Effectivement, je suis déjà rentrée dans la mobilité d'études. C'est-à-dire que, en général, quand on parle de mobilité, alors des fois, il y a des abus de langage. On dit, je suis partie en stage aux États-Unis. Pour nous, on fait une distinction entre mobilité d'études et mobilité de stage. Je laisse les césures sur le côté pour le moment. En gros, une mobilité d'études, c'est ce que je viens de vous expliquer. On crée un partenariat entre 2 facultés, 2 universités, et je précise faculté-université parce qu'on peut avoir des accords seulement dans le cadre de certains domaines de formation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire accord entre la fac de médecine de l'université d'Oklahoma, par exemple, et pas pour le domaine du droit ou de l'économie. C'est des exemples, ce n'est pas le cas ici, mais du coup, les accords sont souvent faits entre facultés. Cela permet d'avoir des mobilités qui sont encadrées de 1 ou 2 semestres. On peut même avoir plus pour certains domaines, notamment dans les domaines de la santé, mais c'est vraiment des cas à part. C'est des mobilités qui sont validées par équivalence et qui ramènent donc des crédits au retour de l'étudiant. Je ne parle pas de crédit ECTS ici parce qu'on parle de crédit européen avec les États-Unis, ce n'est pas le cas, mais par équivalence, on va valider des crédits au retour de l'étudiant. L'étudiant part, il suit les cours du partenaire étranger, du partenaire américain, il revient et il valide par équivalence. Après avoir suivi les examens, après avoir passé les examens dans la faculté partenaire, il revient avec une attestation de notes qui est convertie au système français pour pouvoir lui délivrer le diplôme français. Voilà pour les mobilités d'études. Une mobilité de stage.
c'est un stage encadré par une convention de stage. C'est différent. C'est-à-dire que l'étudiant va partir, va devoir déjà trouver lui-même son stage. Ce n'est pas un partenariat qui est fait entre deux facultés. Il va partir, il va trouver un stage. Alors, il peut partir faire un stage dans une entreprise, mais ça peut être aussi un laboratoire. Ça peut même être un laboratoire dans une université qui a un partenariat. Le stage, c'est vraiment le sens large. Et c'est l'étudiant, la démarche est un peu différente, c'est l'étudiant qui va le rechercher, qui va trouver son stage, qui va demander à établir une convention de stage dans un organisme partenaire. En France, le stage est réglementé. On a une convention qui ne doit pas durer plus de 6 mois et qui doit se terminer fin septembre. Là, c'est la même chose. Et le stage, au retour, pourra amener des crédits qui seront validés par l'étudiant dans le cadre de son diplôme en France. N'hésitez pas à me dire si j'oublie des choses, Yvan ou Dorothée, mais j'essaie de ne pas trop rentrer dans les détails non plus. J'ai laissé les césures. Alors, je reviens sur le fait d'avoir des doubles diplômes. On peut avoir aussi, dans le cadre des partenariats institutionnels, de la double diplomation. Et ça, c'est déjà prévu, c'est-à-dire que nos étudiants sont inscrits chez nous dans un diplôme et peuvent avoir aussi le diplôme américain. Ça, c'est vraiment des mobilités spécifiques parce qu'en amont de ça, on a un partenariat spécifique. Mais on en a, et on en a avec les États-Unis. Les césures. Alors, les césures, c'est quelque chose qui a été mis en place il y a quelques années et à l'université Clermont-Auvergne, on les a cadrées d'une certaine manière. Une césure, c'est quoi? C'est une modalité administrative qui permet à un étudiant de partir, vous donniez l'exemple tout à l'heure, Dorothée, partir avant de commencer ses études dans le supérieur, faire quelque chose à l'étranger. Une césure, c'est une année off, c'est-à-dire qu'on demande à s'inscrire en césure pour être sûr qu'à son retour, on est bien inscrit à l'université, mais pendant cette année, l'étudiant n'est pas encadré. Il ne valide pas de diplôme puisqu'il part, pour nous, université, il part en césure. Il est inscrit administrativement pour l'année à venir. Cette mobilité, de fait, ne valide pas de crédit à l'université. Et là, l'étudiant, s'il va dans un organisme qui demande des frais, l'étudiant va devoir régler ses frais. Donc, je pense qu'on peut avoir de la mobilité solo dans le cadre des césures. On peut partir même dans le cadre d'une césure pour faire des choses comme fille au père. On peut faire beaucoup de choses dans le cadre d'une césure, mais on ne sera pas dans une mobilité encadrée au même titre qu'une mobilité d'études ou de stage. Pour terminer sur ces différences de mobilité, il y a une chose qui est très importante à savoir et, comme on dit en anglais, last but not least, c'est vraiment que dans le cadre des mobilités d'études et de stage, les étudiants peuvent bénéficier d'aides financières de la part de l'université. Dans le cadre des césures, ce ne sera pas le cas. Un étudiant qui part en mobilité d'études ou de stage peut avoir plusieurs financements qui sont gérés par la Direction des Relations internationales, du moins pour l'Université Clermont-Auvergne. Pour les États-Unis, donc on enlève le programme Erasmus pour nous. Pour les États-Unis, vous pouvez avoir des financements pour les étudiants boursiers, c'est les bourses MEN, qu'on appelle les bourses CRUS, les bourses d'aide à la mobilité internationale, AMI. On peut avoir également, si l'on descend d'un cran, des bourses de la région Auvergne-Rhône-Alpes et aussi des bourses de la ville de Clermont-Ferrand. Ça, c'est des bourses qui sont un peu différentes. C'est dans le réseau des villes Michelin ou les villes jumelles de Clermont-Ferrand. Donc, pour les États-Unis, on aura 3 types de bourses différentes gérées par l'Université Clermont-Auvergne par le biais de la Direction des Relations internationales. On s'arrête là pour l'instant pour la mobilité institutionnelle. Il y avait quelques questions Oui. dans le chat. C'est notamment dans la mobilité institutionnelle, est-ce qu'il faut passer des examens comme le SAT ou le TOEFL, des choses comme ça? Effectivement, la plupart des mobilités vers les États-Unis, les universités américaines vont demander à nos étudiants de présenter des certificats de langue. Il y a quelques années, mais il y a maintenant presque 10 ans, on demandait souvent le TOEIC. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. C'est très souvent le TOEFL qui est demandé. Et alors, pour ce que je connais moi, mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les certificats demandés, les niveaux ne seront pas les mêmes d'une faculté à une autre. Par expérience, je sais que les étudiants qui devaient s'inscrire en faculté de droit, dans laquelle je travaillais avant, avaient un niveau qui, de mémoire, était de 90, là où on demandait aux étudiants d'autres facultés comme économie un score inférieur. Donc ça va vraiment être propre à la faculté d'accueil, celle qui va accueillir l'étudiant, qui, avant de l'accueillir, au moment de la procédure d'inscription de candidature, va lui dire très bien, moi je reçois les étudiants, mais avec tel niveau demandé. Pour le coup, l'université va pouvoir accompagner ses étudiants pour passer cet examen et pour pouvoir présenter ce justificatif.
Merci Cécile. Sur le TOEFL, je pense que Céline reviendra peut-être un tout petit peu dessus tout à l'heure. Justement, avant de passer la parole à Céline Ouziel par rapport à la mobilité plutôt en solo, il y avait une autre question aussi qui portait sur l'OIB, qui est l'option internationale du baccalauréat. Ça pouvait avoir une incidence sur les universités. Et justement, ça fait plutôt du coup la transition avec la suite, parce que là, j'imagine que c'est plutôt pour une inscription du coup directement après le bac dans une université américaine. Il y avait peut-être une question peut-être avant de passer à Céline, il y a une question de Yolande. Combien de temps faut-il pour préparer sa mobilité lorsqu'on est à l'université, dans votre cas, à l'université de Clermont-Ferrand, par exemple? Alors en général, moi je commence à préparer les étudiants par un événement en octobre qui tombe maintenant pendant les Erasmus Days, qui s'appelle la Journée de la mobilité internationale. C'est en octobre. Donc pour moi, un départ en septembre de l'année d'après se prépare dès octobre de l'année d'avant. D'accord. Départ en septembre 2021, ça se préparait en octobre 2020. Là, les informations que je donne là, même aujourd'hui, ce ne sont pas pour des départs au second semestre. L'année prochaine, quoi. En plus, mais en général, c'est pour le septembre de l'année suivante. Pour moi, il faut presque un an. D'accord. Donc, si on est en OIB, avons-nous besoin du TOEFL? Ça, on y répondra un tout petit peu après dans la partie en mobilité en solo. Il y avait juste l'explication des crédits. Donc, si je peux me permettre, donc les crédits ECTS, pour European Credit Transfer System, c'est ce qui est utilisé dans le système européen, avec 60 crédits par année, donc 180 crédits pour une licence. Aux États-Unis, et là, Céline Ouziel, donc de la commission Fulbright, va nous en parler dans un instant. C'est un autre type de crédits qui sont attribués en fait aux différents cours. Et ce que donc expliquait donc Cécile Tarade donc de Clermont-Ferrand, c'est qu'un étudiant qui part en échange va passer des cours aux États-Unis, on va lui donner des crédits américains, mais ces crédits américains vont être transposés dans son cursus français, et donc on va lui transférer quelque part ces crédits-là en crédits européens, donc avec les fameuses ECTS. Voilà. Oui, il y a quelque chose peut-être, Yvan, juste pour ajouter, quand un étudiant part en mobilité institutionnelle, en mobilité d'études, mobilité de stage c'est un peu différent, mais mobilité d'études, on part, même si c'est quelque chose, à la base c'est un document contractuel qui est plus Erasmus, mais on l'a aussi pour tout ce qui est accords bilatéraux pour les États-Unis, on part avec un contrat d'études, c'est-à-dire que l'étudiant voit son référent pédagogique, son prof, pour savoir quelles sont les matières qu'il va suivre dans la faculté d'accueil et comment celles-ci seront reconnues au retour. Et sans ce contrat d'études, il n'y a pas de mobilité. C'est quelque chose qui, peut-être qu'on rentrera dans les détails après, si besoin, mais on part avec un contrat d'études qui est signé par tout le monde avant le départ. Une fois sur place, il y a des modifications, et c'est ce contrat d'études qui prévaut et qui explique bien que c'est ces matières qui seront reconnues au retour. Quand on est sur des systèmes qui mélangent des crédits ECTS en Europe et d'autres crédits aux États-Unis, souvent on fonctionne avec les heures. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver un modèle qui est le modèle des heures, et il y aura une reconnaissance de tel cours pour tant d'heures, et on les reconnaîtra au retour. Mais ce contrat d'études, c'est vraiment le contrat qui encadre la mobilité d'études. C'est la base, effectivement, ouais. Donc, on va maintenant passer sur le côté vraiment enseignement supérieur aux États-Unis, donc avec la présentation de Céline Ouziel, qui va pouvoir répondre un petit peu aux prochaines questions que l'on voit là, par rapport voilà, à la charge de travail d'un bachelor fait aux USA, par exemple, et puis Ethel pourra également témoigner. Et avant de passer à ça, je rappelle donc le OIB, c'est Option internationale du baccalauréat. C'est une sorte de baccalauréat international où certaines matières sont passées en anglais au baccalauréat, notamment l'histoire géo, littérature, civilisation. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle juste que moi je fais partie d'un organisme international qui est financé par les deux gouvernements et qui est complètement indépendant des universités françaises. On n'est pas basé dans une université. Donc moi, mon rôle, c'est d'expliquer le système universitaire américain et de conseiller des jeunes, quel que soit leur niveau d'études, pour aller étudier aux États-Unis. Donc il y a plusieurs années, j'avais conseillé Ethel avant qu'elle parte étudier aux États-Unis. Donc il y a 2 cycles d'études. Il y a le cycle undergraduate, donc ça c'est juste après le bac. Donc ça dure 4 ans et c'est pour la préparation d'un bachelor's degree. Donc on va voir avec Ethel en quoi consiste le bachelor's degree tout à l'heure. Il y a plusieurs types d'établissements qui proposent des bachelor's degree. Donc, il y a, quand on parle d'université, surtout au niveau du cycle undergraduate, on pense à college. Donc, college, ce n'est pas un collège comme en France. Un college, c'est vraiment une université et en particulier une université de premier cycle. Et ça peut être aussi
un département à l'intérieur d'une université, par exemple the College of Business ou the College of Engineering ou the College of Medicine, par exemple. Donc bachelor's degree, un programme de 4 ans. Il y a 2 manières d'obtenir ce bachelor's degree. Soit on va dans la même université pendant 4 ans, c'est ce qu'a fait Ethel à Syracuse University dans l'État de New York. Soit on passe par ce qu'on appelle un community college. Donc ça, c'est un établissement qui fait juste les 2 premières années. Je vais juste après expliquer en quoi ça consiste. Et on fait 2 ans dans un community college et après, si tout va bien, on transfère directement en 3e année. Ensuite, il y a le 2e cycle, donc le cycle graduate, qui est le cycle où on peut faire les masters ou les doctorats. Il y a 2 cursus et je sais qu'il y avait une question par rapport à ça, par rapport aux facultés de droit. Donc il y a 2 cursus qu'on ne peut pas du tout démarrer juste après le bac comme en France. C'est le droit et la médecine et tous les métiers de la santé en fait. À part peut-être le métier d'infirmière, on peut faire des études juste après le bac, mais si on veut faire pharmacie, vétérinaire, dentiste, il faut d'abord faire un cursus undergraduate. Alors pour tout ce qui est métier de la santé, il faut faire un Bachelor of Science qu'on appelle souvent pre-medical studies, qui sont un certain nombre de cours de sciences, de biologie, mais aussi des cours de culture générale. Donc on fait 4 ans dans une université pour se préparer à l'entrée en école de médecine. Au bout des 4 ans, on refait un dossier de candidature pour postuler en école de médecine. Et l'école de médecine dure à peu près 4 ans. Et donc, du coup, au bout de 8 ans, on a un diplôme de médecine qui valide la partie théorique. Et après, il y a toutes les formations hospitalières, l'internat, les spécialités, etc. Pour le droit, ça marche un petit peu de la même manière. On fait d'abord le cycle undergraduate. Alors là, il n'y a pas forcément de cours prérequis. Il faut surtout faire beaucoup de cours de culture générale. Et au bout des 4 ans, pareil, on refait un dossier de candidature pour entrer en école de droit. Bon, par contre, l'école de droit dure 3 ans et non pas 4. Et donc, du coup, les étudiants qui ont fait toutes leurs études de droit aux États-Unis, ils ont fait 7 ans d'études. Et après, une fois l'obtention de leur diplôme, ils peuvent passer le barreau de l'État dans lequel ils veulent pratiquer. Pour ces 2 cursus, personnellement, moi, je déconseille de partir tout de suite après le bac, notamment pour des raisons financières, puisque là, pour le droit notamment, vous en avez pour 7 ans d'études, donc 7 fois des frais de scolarité américains. Donc, les 4 premières années, vous pouvez éventuellement obtenir des bourses. Donc, par exemple, Ethel, elle a quand même obtenu une bourse assez intéressante. Mais par contre, pour l'école de droit, pour les étudiants internationaux, il y a vraiment très, très peu de bourses. Donc, moi, ce que je conseille, c'est plutôt de commencer en France, de faire d'abord un master de droit en France. Ça dure beaucoup moins longtemps, c'est maximum 5 ans. Et d'aller faire ensuite ce qu'on appelle un LLM, un Master de droit américain, Master of Laws. Et ça, c'est une année qu'on peut normalement faire après l'école de droit. Donc, c'est une année supplémentaire que les Américains peuvent faire, mais que, en général, ils ne font pas parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent et ils ont besoin d'aller travailler directement après l'école de droit. Mais les étrangers peuvent en fait passer outre les 7 ans d'études aux États-Unis, simplement avoir un Master de droit en France et postuler directement en LLM pour faire une spécialité de droit américain. Et pour ça, il y a aussi pas mal de bourses. Et donc, c'est beaucoup moins long. Et du coup, vous avez un double cursus, une double compétence, à la fois un master de droit français et un master de droit américain. Et il y a, je crois, aussi pas mal d'universités en France qui proposent des doubles cursus, droit français, droit anglo-américain, qu'on appelle le common law. Je ne sais pas s'il y en a à Lyon, mais je sais qu'il y en a un certain nombre à Paris. Donc voilà, pour le droit, moi je ne conseille pas de partir après le bac, sauf éventuellement si on a nationalité américaine, par exemple, pour un franco-américain qui va avoir accès aux bourses fédérales et qui va, au bout des 7 ans, avoir un diplôme qu'il va pouvoir utiliser aux États-Unis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas parce que vous faites toutes vos études aux États-Unis que vous allez forcément pouvoir vous installer et immigrer aux États-Unis, parce que vous allez avoir un visa temporaire, un visa d'étudiant, qui vous permet de travailler, qui vous permet quand même de faire un stage. Et il me semble que Ethel a eu une expérience de stage. Oui. Et normalement, une fois que vous avez terminé vos études et que vous avez fait votre stage, vous êtes censé quitter le territoire américain, sauf s'il y a un employeur qui veut bien vous embaucher. Si vous voulez faire plutôt des études donc de niveau master, donc il y a les Master of Arts, Master of Science,
Donc, Master of Arts, c'est dans tous les domaines des sciences humaines et sociales, c'est pas que dans les arts. Master of Science, ça peut être par exemple dans l'ingénierie, dans tout ce qui est mathématiques, sciences, etc. Et le PhD, donc c'est le doctorat américain. Alors par contre, le doctorat américain dure plus longtemps que le doctorat français. Il me semble qu'en France, ça dure 3 ans. Aux États-Unis, en moyenne, il faut compter quand même 7 ans pour avoir son doctorat, parce qu'il y a toute une partie de cours préliminaires obligatoires, d'examens préliminaires, avant d'être considéré comme doctorant et de commencer vraiment la recherche. Donc, les community colleges. Alors ça, c'est très intéressant, en particulier pour les lycéens. Par contre, ça n'a aucun intérêt pour quelqu'un qui a déjà une licence ou déjà un master. Donc, c'est des établissements qui sont généralement publics, qui ne proposent que des diplômes de niveau Bac+2. Alors, ils ont 2 types de formations. Soit des formations beaucoup plus professionnelles qu'on appelle vocational programs, et qui vont ressembler un petit peu à nos BTS. Mais je déconseille un peu d'aller faire ce genre de choses parce que ce n'est pas très bien reconnu en France à votre tour. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire ce qu'on appelle un transfer program. Donc ça, c'est la possibilité en fait de commencer le bachelor's degree dans un community college. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? Premièrement, c'est le coût. Donc j'ai mis affordable, ça veut dire c'est beaucoup moins, le coût d'une année en community college est beaucoup plus raisonnable qu'à l'université. Ça peut coûter entre 5 et 10 fois moins cher que l'université. Donc, ça permet pendant les 2 premières années de payer beaucoup moins. Et puis aussi, le community college est très facile d'accès. Il n'y a pas besoin de tests comme le SAT ou le ACT, qui sont des tests d'admission qui sont normalement demandés en première année après les bacs. Donc, le niveau d'anglais requis n'est pas excessif. Vous pouvez très bien être admis en community college avec 50 sur 120 au TOEFL, alors que d'habitude, on vous demande plutôt 80 sur 120. Donc, voilà, ça peut être une solution pour un lycéen qui a peut-être besoin d'une remise à niveau en anglais avant de vraiment commencer des études académiques. Alors, le bachelor's degree. Et là, en fait, je vais laisser Ethel nous expliquer un petit peu ce qu'elle a fait. Donc, voilà, je vous laisse la parole, Ethel. Merci. Donc, j'ai fait un Bachelor of Science. Donc, j'ai étudié la communication et en fait, c'est 120 crédits, donc unité. Donc, c'était à peu près 19 crédits par semestre et à 8 semestres sur 4 ans. Et à force de choisir des cours, il y a des cours en fait obligatoires qu'on est obligé pour son cursus, mais on a aussi des cours electives qu'on peut un peu choisir un peu différents de ce qu'on étudie. Et grâce à ces cours électifs, je me suis trouvé des passions pour des sujets différents et ça m'a permis de faire une minor. Et du coup, j'avais ma filière principale qui était la communication. Et à force de cours, je me suis intéressée au film et à la musique et j'ai pu avoir des minors. Et du coup, sur mon diplôme, tout ça est un peu écrit dessus. Et c'était vraiment très intéressant, les cours, 19 crédits par semestre. Ça fait à peu près 5 cours, je crois, 3 crédits par classe. J'ai vu dans les questions qui demandaient un peu comment ça se passait l'emploi du temps au niveau cours. Il y a 3 cours 2-3 cours par semaine pour une classe. Puis on a des devoirs quasiment toutes les semaines, beaucoup d'essais, beaucoup si c'est plus dans les maths ou de cours en laboratoire. Et tout est donné déjà par l'école, plus ou moins. On a juste acheté des livres ou autres pour justement pouvoir faire nos cours. Il y a de l'aide aux étudiants. Et le Bachelor of Science, c'était ce qui correspondait à ce que je voulais faire. Et puis, j'aurais pu faire aussi une minor dans le business, même si j'aurais gardé mon Bachelor of Science. Donc voilà, un petit peu, c'était très intéressant. J'ai pu prendre beaucoup de cours qui m'intéressaient. Et des cours, par exemple, qui n'avaient rien à voir avec ma communication sur les Beatles, ou un cours, je crois qu'il y avait de cuisine, ça m'a servi pendant le confinement. Et puis des cours aussi un peu plus importants comme les statistiques, et on avait des laboratoires ouverts. Nos bibliothèques étaient ouvertes 24 heures sur 24. Du coup, je pouvais prendre un ordinateur de la bibliothèque qui avait déjà les logiciels, donc j'avais même pas besoin d'acheter pour pouvoir faire mes devoirs tranquillement. Les profs sont toujours à notre disposition, ils ont toujours des assistants. Du coup, on peut toujours envoyer des emails, avoir des rendez-vous avec eux pour qu'ils puissent nous aider. Ethel, est-ce que vous pouvez juste nous dire pourquoi vous avez décidé de partir faire tous vos cursus aux États-Unis plutôt que de commencer en France et de, par exemple, partir en échange? Les États-Unis est un grand rêve pour moi depuis très très longtemps. Je suis arrivée en seconde à la commission Fulbright Education University avec ce rêve un petit peu de partir aux États-Unis. Je voulais étudier la communication, business international, et vous avez réussi à beaucoup m'aider à savoir un peu ce que je voulais faire. Et Syracuse, c'était une grande université sur un petit campus qui avait tout ce que je désirais. Et du coup, j'ai pu faire un bachelor dans une grande université qui avait vraiment qui me donnait les moyens après d'avoir des super stages, d'arriver dans
dans une interview et qui savent déjà c'est quelle école, avec quelle il s'agissait. Donc, c'est très intéressant. Donc, du coup, effectivement, comment vous avez fait pour choisir Syracuse? J'ai postulé, je crois, à 5-6 universités américaines. Grâce à l'aide de Céline, grâce à ses rendez-vous et au salon, j'ai pu parler avec pas mal d'universités et avec Céline, voir un petit peu ce qui me convenait, si je voulais un petit campus, grand campus, dans une ville, pas dans une ville, si je voulais qu'il y ait plein d'organisations sur le campus, ce que j'ai fait, si je voulais qu'il y avait des grands matchs de sport, des grands, à la grandiose à l'américaine, et c'est ce que je voulais. Et du coup, c'était vraiment génial d'être dans une petite bulle avec des étudiants, des bibliothèques ouvertes 24h/24, et vraiment tout le monde pouvait s'entraider et toujours pour avoir des grandes opportunités que je n'aurais pas eues si j'aurais fait mes études en France, en fait. Mmh. OK, merci. Et est-ce que vous vous souvenez un petit peu toutes les procédures de candidature? Oui, à partir de la première, j'ai dû commencer à me préparer aux examens de SAT, qui sont les examens d'entrée pour les universités américaines, pour les Américains normalement. En tant qu'internationaux, on est censé les passer aussi. C'est vrai que la plupart des universités comprennent que c'est plus compliqué pour les étrangers de passer parce que c'est vraiment une mentalité différente pour ces examens qui sont sur la littérature, l'anglais, l'écrit et les maths. Et puis avec ça, on a aussi le TOEFL. Le TOEFL, chaque école a un score minimum qu'on doit avoir. Sinon, c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que, par exemple, Syracuse, même si je passais SAT 2 fois pour avoir des meilleurs résultats, ils ne prenaient pas du tout la SAT en compte parce qu'ils savaient que c'était pas aussi important. Donc, ils voyaient surtout nos notes du bac et nos notes du lycée. Et ils voyaient ça avec le TOEFL aussi, et notre dossier forcément d'inscription. OK. Je fais juste un point sur, en fait, justement le calendrier qu'il faut prévoir pour postuler dans une université américaine. Donc, le calendrier. Ethel, vous êtes pris en seconde, hein, Oui. en première. Alors, si vous êtes en ce moment-là plutôt en terminale, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu tard pour faire tout un dossier de candidature pour partir après le bac. En revanche, c'est pas impossible hein, de faire un dossier, mais il y a pour beaucoup d'universités, il y a des dates limites là qui se rapprochent. Par exemple, si vous voulez rentrer dans certaines universités en Californie, notamment les universités, les UCs, le dossier de candidature est à remettre avant le 30 novembre. Donc, moi, je dirais, il faut quand même au minimum commencer les démarches environ un an avant, notamment pour choisir les institutions, parce qu'il y a quand même 4000 universités aux États-Unis, donc c'est pas évident de choisir. Donc, vous pouvez me contacter éventuellement si vous avez besoin de conseils, mais vous avez plein de sites internet que vous trouverez aussi sur notre site pour vous aider à choisir. Ensuite, il faut se préparer au test. Donc, on a parlé du TOEFL. Il y a d'autres tests d'anglais qui sont acceptés. Il y a aussi le IELTS, qui est un test plutôt britannique. Et il y a un nouveau test qui devient de plus en plus populaire, qui s'appelle le Duolingo Test, English Test, qui est un test qui est très facile, qui est beaucoup plus facile que le TOEFL. Donc, et en plus, vous pouvez le faire à la maison. Donc, il n'y a pas besoin de se déplacer dans un centre. Sachez quand même que cette année, comme c'est très compliqué de passer des tests SAT, parce qu'à cause du Covid, il y a beaucoup de centres d'examen qui sont fermés, il y a pas mal d'universités qui ont décidé d'exempter du SAT à la fois pour les Américains et les étrangers. Donc, si vous postulez pour la rentrée prochaine en tant que lycéen qui postule en première année, il est fort possible que vous n'ayez pas à passer le SAT. Donc, vérifiez ça. Par contre, effectivement, il reste quand même un certain nombre d'universités qui souhaitent avoir les résultats au SAT. Donc, c'est un test qui mesure à la fois vos compétences en maths et en anglais. Et c'est un test qui est demandé également aux Américains, aux lycéens américains. C'est un test que les lycéens américains commencent à préparer dès la seconde. Donc, 8 à 6 mois avant de partir, vous commencez à remplir le dossier de candidature. Là, en ce moment, si vous êtes en terminale, c'est le moment de commencer à remplir le dossier. C'est soit un dossier qui est propre à chaque université, soit un dossier commun qui s'appelle la Common App. Vous aviez rempli quoi, vous? C'était la Common App, est-elle? J'avais fait les deux. Il y avait certaines universités que j'avais envoyé mon dossier à la main ou sur leur propre site, et d'autres sur le Common App. Et au final, même l'université où j'y suis allée, c'était un peu à la dernière seconde. Et du coup, comme tout était déjà sur le Common App, j'avais plus que quelques questions à répondre et c'était fait. Aussi, il ne faut pas attendre d'être admis dans une université pour chercher des aides financières. Alors, après le bac, si vous partez en dehors d'un échange universitaire, je ne pense pas qu'il existe d'aide financière de la part du gouvernement français. Vous confirmerez ça, Cécile
et peut-être Yvan et Dorothée. Mais la plupart des aides financières viendront en fait de l'université d'accueil, et ce seront à la fois soit des bourses de mérite qui sont basées sur le dossier académique et sur peut-être aussi les scores au SAT pour certaines universités, soit ça peut être aussi ce qu'on appelle, on en a parlé tout à l'heure, des bourses athlétiques. Donc ça, ce sont pour des sportifs de haut niveau, la possibilité que l'université finance vos études et en échange, vous jouez pour l'équipe et vous contribuez à faire gagner l'équipe de l'université. Donc ça, c'est une procédure qui est quand même assez particulière. Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Il faut vraiment commencer les démarches à partir de la première. Ensuite, après, une fois que vous avez fait tout le dossier, que vous avez la réponse positive de l'université, beaucoup plus tard, vous vous occupez du visa, mais je ne vais pas détailler là-dessus. Ça, c'est vraiment la dernière démarche. Voilà, ici, des ressources en ligne pour chercher, mais ça, vous trouverez ces informations-là sur notre site Internet. Vous pouvez m'écrire aussi pour avoir plus d'informations. Si vous voulez aussi avoir une liste de bourses de mérite des universités américaines, vous pouvez aller sur le site du réseau Education USA, donc educationusa.state.gov. Il y a toute une rubrique aide financière, financial aid, où là, vous avez des listes d'universités qui offrent des bourses directement aux étudiants internationaux. Et dernière chose pour les bourses, il y a aussi un accord entre la France et la Floride, un espèce de jumelage, qui permet à 25 étudiants français de payer ce qu'on appelle les frais de résident de l'État de Floride, c'est-à-dire de payer en fait 3 fois moins cher qu'un non-résident. Je peux vous en parler un peu plus tout à l'heure si vous le souhaitez. Pour finir avec les aides financières, vous, Ethel, vous avez eu une bourse assez conséquente. Vous pouvez me dire comment ça s'est passé, comment vous avez postulé, etc. Alors, j'avais plusieurs universités qui proposaient pas vraiment des bourses, donc je leur envoyais un email pour demander s'ils en avaient. Et chaque année est différente. L'université Syracuse où je suis allée au début n'en avait pas quand j'étais en première. Arrivée en terminale, ils en ont eu une. J'ai envoyé ma candidature à travers Education USA et j'ai reçu une bourse et j'ai même réussi à la doubler par miracle. Une autre école aussi m'avait offert une bourse, mais après financièrement, j'ai regardé ce qui était le plus attractif. Et mais j'étais pas chef ni rien du tout. C'était une bourse de mérite par rapport à mon niveau scolaire et aussi à mon dossier, ma volonté de vouloir aller aux États-Unis, étudier tous mes plans que j'avais pour une fois que j'arrivais sur le campus. Juste une dernière chose pour détailler la procédure de candidature. Donc là, c'est valable à la fois pour le niveau post-bac, mais aussi le niveau peut-être master. Donc, il y a toujours des tests d'admission. Donc, il y aura toujours au moins un TOEFL ou un IELTS ou alors ce qu'on appelle le Duolingo English Test. Le SAT, ACT, ça, c'est juste pour entrer en première année. Ce n'est pas demandé pour faire un master. Par contre, pour faire un master ou un doctorat, on peut vous demander un autre test, et je vais le rajouter directement ici, qui s'appelle le GRE ou alors le GMAT. Ça, c'est plus demandé pour les MBA, par exemple. Et ça consiste en la même chose. Il y a une partie verbale, une partie mathématique, et c'est pour mesurer votre capacité à faire des études supérieures dans un contexte totalement anglophone. Dans le dossier de candidature, on va vous demander tout un dossier académique avec tous vos relevés de notes. Alors, si vous partez après le bac, c'est tous vos bulletins scolaires depuis la troisième. Si vous partez en master, c'est depuis la première année d'études supérieures. Mais par contre, si les documents sont en français, il faut les faire traduire par un traducteur assermenté. On va également vous demander des lettres de recommandation de professeurs, d'employeurs, etc. Et on va vous demander d'écrire le personal essay, ou ce qu'on appelle aussi personal statement, qui est une sorte de lettre de motivation. Vous vous souvenez de votre personal essay, Ethel, sur quoi vous aviez écrit? Je crois que c'était surtout ma volonté de vouloir partir aux États-Unis faire mes études. C'était très dur à écrire, ça m'a pris pas mal de temps parce que c'est vraiment quelque chose que les admissions prennent beaucoup en compte, encore plus quand on est étudiants internationaux et qu'on n'a pas forcément la chance de les rencontrer directement dans d'autres circonstances. Donc, c'est assez important pour eux. Merci Céline pour toutes ces informations. Peut-être pour compléter, il y avait une question là dans le chat auquel je ne pense pas que tu aies répondu, c'est quels sports peuvent être éligibles pour une bourse athlétique ou peut-être sans les citer tous, où est-ce qu'on peut retrouver l'information? Ça ira peut-être plus vite. Alors, vous pouvez trouver alors, si vous allez sur notre site internet, et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et je vais vous montrer à quel endroit vous pouvez trouver toutes ces infos. Là, vous allez sur notre site fulbright-france.org et vous avez dans le menu Étudier aux USA et plein d'infos. Donc, par exemple, vous avez la rubrique Les études aux USA. Vous avez une explication du système universitaire, les procédures d'admission, comment financer votre séjour, les différents tests d'admission.
Et puis, vous avez aussi des documents en format PDF que vous pouvez télécharger. Donc, il suffit de s'inscrire et là, vous avez plein de brochures. Donc, par exemple, si vous voulez faire des études après le bac, vous avez le profil undergraduate. Vous avez aussi la notice pour remplir la fameuse Common Application, qui est un formulaire de candidature commun à 600 universités. Et puis aussi des renseignements spécifiques à un type de programme, donc les études de business, les études de droit, les études d'ingénieur, de médecine, etc. Des infos sur les aides financières. Donc, il y a une rubrique les bourses athlétiques. Donc, vous pouvez du coup voir quels sont les sports qui permettent d'avoir des bourses athlétiques. Et puis aussi des informations sur d'autres types de séjours, comme par exemple juste partir en séjour d'été, ou alors partir en tant que lycéen, ou alors partir simplement pour faire des cours d'anglais, faire des programmes au pair, partir en stage, ou alors par exemple même enseigner aux États-Unis. Si je peux me permettre, cette documentation et puis même tout ce qu'il y a sur le site, c'est vraiment très précieux, hein. Nous, au C2I sur Lyon, on l'utilise souvent. Dans la partie sur les bourses athlétiques, donc ça indique donc les différentes fédérations qui sont accréditées en fait aux USA. Et on va avoir en fonction des sports, là je pense la dernière fois que je suis allé dessus, c'était pour de l'athlétisme par exemple, avec une jeune fille qui faisait du 100 mètres haies. Et on avait vraiment, en fonction des performances, donc des performances chronométriques là, le niveau qu'elle pouvait viser en fonction de première division, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et voir en fonction de ça le type d'établissement qu'elle pouvait viser et un peu les montants des bourses qu'elle pouvait espérer. Donc, je dirais, fouillez, explorez, laissez-vous guider un petit peu et vous allez vraiment trouver l'information voilà, que vous recherchez et qui est vraiment très importante pour vous, hein, pour mener à bien votre projet. Juste pour préciser sur ce site-là, sur la documentation, Céline, donc là, je rappelle quand même que, OK, il faut s'inscrire, mais la documentation est entièrement gratuite. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dessus, la télécharger. Si vous retournez dessus, comme nous, on le fait assez régulièrement, il faut se réinscrire. Mais ça prend 10-15 secondes maximum. Et vous avez derrière comme une information de qualité et encore une fois objective, hein, comme tu le disais en préambule, Céline. Alors, je vois peut-être des questions. Par exemple, comment cela se passe au niveau de l'hébergement? Peut-être que Tel, vous pouvez répondre à cette question. Alors, sur quasiment tous les campus de 4 ans aux États-Unis, il y a des dorms, donc des immeubles pour étudiants, en fait, des logements étudiants. Dans mon université, on était obligé de vivre sur le campus pendant les 2 premières années. Et nous, c'était un peu aléatoire, mais il y avait aussi des étages entiers. Par exemple, si on étudiait l'ingénierie, ou que des ingénieurs, comme ça leur permettait de pouvoir se connaître et de réviser ensemble, de travailler ensemble. Il y avait aussi des cantines dans quasiment toutes les dorms. Et c'est vrai que c'est notre premier lien même sociaux avec d'autres étudiants, des fois d'autres personnes qui étudient la même chose que nous. Et c'est vraiment un endroit de partage, de découverte. Et ma colocataire était de Californie, elle était aussi coréenne. J'ai appris tout sur la nourriture coréenne, c'était génial. Donc vraiment, vivre en dorm, c'est le mieux. Les 2 années après, j'ai dormi off campus, donc c'est quand même à 10 minutes à pied du campus. On avait une maison avec 5 autres personnes et c'est encore un endroit social, on pourrait y vivre une grande à manger, on révisait, on travaillait tous les soirs ensemble. Donc c'est vraiment bien d'avoir ce petit cocon où on est tous ensemble en fait. Et les salles de gym aussi étaient dedans, donc on avait tout dedans. Alors, si je relais une question, peut-être pour Ethel, justement, c'est lui qui demande si les activités extrascolaires sont payantes, donc liées à l'université, donc comme le sport, la musique, tout ce qui est sororité, fraternité, etc. Alors, vous posez la bonne question parce que j'ai fait de tout. Alors non, c'est déjà prévu dans la tuition, donc le prix qu'on paye pour le semestre ou l'année, tout est déjà dedans. Donc, par exemple, je faisais partie de 4 organisations, que ce soit professionnel, religieux ou juste social. Je fais partie encore au présent, je pense, d'une sororité. Et c'est vrai que ça me permettait d'être sociale, de rencontrer d'autres personnes et aussi de faire la fête en sécurité parce qu'on avait de la sécurité dedans en haut. C'est pas trop comme dans les films. Je faisais partie d'une association qui avait un budget de $1 million par an et j'organisais des festivals, des concerts, des conférenciers. Je parlais directement avec les professionnels de mon industrie au final et j'ai pu sortir de mon diplôme et arriver en interview où je connaissais déjà tout le monde dans le bureau. J'avais travaillé avec les personnes les célébrités les plus compliquées à travailler avec. Donc, c'était vraiment génial. Pareil pour le sport, même si c'est pas au niveau professionnel, ils ont des clubs non professionnels dans les écoles où tout le monde peut être dedans et même des cours de sport qu'on peut faire passer par crédit. J'ai fait des cours de vélo, il y avait des cours de chevaux ou autres qui pouvaient passer comme crédit, comme cours dans mon système académique. Donc, voilà.
D'accord, merci Ethel. On va peut-être, là, on s'approche de la fin. Il y a Sophia qui nous invite à parler d'une autre thématique, hein, mais qui est vraiment importante, puisqu'on traverse tous la même crise sanitaire. Voilà, c'est par rapport au Covid. Voilà, quel changement important est-ce qu'il y a pu avoir? Je sais pas, peut-être on va commencer avec Cécile Tarade de l'Université de Clermont-Ferrand. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, par rapport à votre université, l'impact que ça a pu avoir sur les mobilités de vos étudiants? Les premiers moments où on a dû commencer à annuler les mobilités vers la plupart des pays, c'était au mois de mars. On avait à ce moment-là énormément d'étudiants à l'étranger, dont les États-Unis. Ça a été, bon, sur le papier, ça paraît toujours simple, mais dans les faits, ça a été quand même assez compliqué parce que face à cette situation qui était extrêmement anxiogène, on a eu des retours de la part d'étudiants qui pouvaient être complètement différents. C'est-à-dire des étudiants qui voulaient absolument rentrer et des étudiants qui voulaient surtout rester. Donc, on a essayé de faire un peu de l'épicerie fine en essayant de faire du cas par cas pour les étudiants, ce qui a été extrêmement compliqué. Heureusement, on avait notre réseau dans les composantes qui nous permettait d'avoir des informations en temps réel, parce que même d'un jour sur l'autre, en fait, la vie des gens pouvait changer en fonction de la situation et en France et aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on recevait tellement d'informations différentes de la part des médias que déjà c'était compliqué de savoir laquelle était la bonne. Donc moi, les infos et maintenant les leçons qu'on en tire, et là avec le nouveau confinement et les éventuels départs que l'on pourrait avoir au second semestre ou l'année prochaine, parce que là on n'en a pas en ce moment et on ne laissera pas partir, c'est déjà d'essayer d'avoir des informations officielles sur les bons sites, sur les bonnes sources. Et ça faisait partie des choses que je voulais voir après dans les conseils, c'est-à-dire que nous, la référence, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est le site internet du ministère des Affaires étrangères, c'est le portail Ariane, c'est l'inscription obligatoire, même en dehors, hein, pour n'importe quelle personne, n'importe quel ressortissant français, avant de partir en voyage, de s'enregistrer sur le portail Ariane afin que l'ambassade du pays puisse contacter le ressortissant s'il y a un souci et pouvoir les comptabiliser, parce que quand on s'est retrouvé à devoir comptabiliser les ressortissants français et les étudiants dans chaque pays, les ambassades ont compté sur cet outil pour savoir qui était où et comment on pouvait organiser des rapatriements avec des avions affrétés par le gouvernement, par le ministère, affréter des avions sur des vols privés. Enfin, ça a été très compliqué parce que les vols, le prix des vols ont augmenté de manière exponentielle en quelques jours. Et donc, du coup, ça a été très important pour le gouvernement de savoir, par le biais de cet outil, donc le portail Ariane, qui était où. Après, de manière plus large, face à la situation, personne ne sait. Personne ne peut prévoir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Pour le moment, les mobilités vers les États-Unis, de toute manière, hors Union européenne, il n'y a pas de mobilité. À l'heure actuelle, là, les frontières sont fermées intra-européennes, on peut, mais hors UE, pour le moment, on ne peut plus partir. Mais ce que l'on conseille aux étudiants, nos étudiants dans le cadre des mobilités, au-delà du fait d'être choisi pour partir en mobilité, c'est-à-dire qu'on est sélectionné dans un premier temps, on ne part pas parce qu'aujourd'hui j'ai envie de partir aux États-Unis, on est sélectionné par les enseignants dont je parlais tout à l'heure. Mais suite à cette sélection, même si d'un point de vue pédagogique, l'université vous autorise à partir, il faut bien se rendre compte qu'on est au-delà de cet aspect universitaire avec des réglementations françaises et donc toute une réglementation pour sortir du pays. Mais à l'inverse, par effet miroir, avec une réglementation américaine qui, elle, est propre au gouvernement. Et puis après, si on redescend aux États-Unis, est-ce que l'organisme d'accueil accueille aussi les étudiants? Donc, on a un effet entonnoir dans un sens pour la France et entonnoir dans l'autre sens pour les États-Unis. Et donc, ça rajoute forcément des étapes et ça permet pas à tout le monde de partir. J'avais il y a quelque temps une étudiante qui part dans le cadre d'un master, mais qui est aussi interne en médecine et qui part aux États-Unis dans le cadre avec son statut d'interne en médecine. Et elle m'affirmait qu'effectivement, l'ambassade accepte, lui donne un visa parce qu'elle est justement dans certaines catégories, certains domaines où les États-Unis acceptent. Mais malheureusement, c'est pas tous les étudiants qui peuvent partir, même côté américain. Voilà. Enfin, Madame Ouziel, vous en savez certainement plus que moi, mais alors, depuis le mois d'août, en fait, le consulat américain recommence à donner des visas. Donc, les visas d'étudiants et les visas d'échange sont délivrés avec ce qu'on appelle une autorisation spéciale, le National Interest Exception. Donc, c'est une autorisation spéciale de voyage. Donc là, en ce moment, si vous avez été accepté dans une université américaine, que le campus est ouvert, que le programme universitaire n'est pas complètement en ligne, mais que, par exemple, il y a une partie en personne et une partie en ligne, donc un modèle plutôt hybride,
vous pouvez tout à fait obtenir votre visa. Il y a pas du tout d'interdiction de voyager aux États-Unis, mais c'est uniquement pour certaines catégories. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas aller faire du tourisme, vous ne pouvez pas obtenir un visa touristique de longue durée. En revanche, vous pouvez avoir un visa d'étudiant, un visa d'échange, un visa d'investisseur, mais pas de visa de travail par contre. Là, en ce moment, pas possible de partir, par exemple, en tant que jeune fille au pair, avec un vrai visa de travail qu'on appelle le visa H1B, etc. Tout ça, c'est suspendu jusqu'à fin décembre. Mais par contre, moi, donc, ce que j'ai pas dit, c'est que à la commission, je gère aussi un programme de bourse qui s'appelle le programme FLTA. Ça, c'est pour des personnes, des candidats qui sont niveau Bac+3 et qui partent enseigner le français sur des campus américains pendant 1 an. Cette année, on en a quand même sélectionné 17 et il y en a 10 qui sont maintenant aux États-Unis et qui sont sur leurs campus respectifs. Par contre, il y en a 7 qui sont restés en France parce que le campus d'accueil ne pouvait pas accueillir d'étudiants. Alors, étant donné que je vois la fin qui approche, je voulais préciser certaines choses auxquelles j'ai pensé pendant votre présentation, histoire de schématiser pour les étudiants qui nous écoutent et qui voudraient partir. Une mobilité institutionnelle pour les études, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un étudiant a envie de partir, va s'intéresser aux accords proposés par sa faculté, et non pas l'université, vraiment sa faculté. Il va candidater auprès de ses enseignants qui vont avoir souvent une phase de sélection déjà à ce moment-là. Une fois que l'enseignant a choisi l'étudiant devra commencer à constituer un dossier auprès de l'université partenaire. C'est là où on peut demander les tests de langue comme le TOEFL dont on parlait tout à l'heure. Et il y a un ordre, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure des inscriptions auprès des universités partenaires. Dans le cadre des échanges avec les États-Unis, dans le cadre des échanges institutionnels, souvent c'est au printemps, c'est mars-avril. Donc même si on s'y prend 1 an à l'avance, c'est pas être bien en avance que de s'y prendre 1 an à l'avance pour les mobilités institutionnelles, puisque la sélection doit être faite avant le mois de mars, pour que l'étudiant puisse envoyer son dossier dans les temps aux États-Unis. Donc, les États-Unis sont le pays qui s'y prend le plus à l'avance pour les inscriptions. Donc, vraiment, mars, avril, la plupart des facs américaines, les deadlines, c'est à ce moment-là. Même avant. Même avant pour certaines. Pour certaines, c'est avant. Ouais. Alors, voilà, c'est vraiment très, très tôt dans l'année. Ensuite, il y a les procédures d'inscription en France, puisqu'on part dans le cadre d'un échange, donc il ne faut pas oublier de s'inscrire à l'université en France. Et ensuite, il y a effectivement les démarches de visa et tout ce qui s'ensuit, la recherche de logement. Mais il y a un ordre. Et les inquiétudes des étudiants, et je les ai entendues la dernière fois, c'est mais comment on fait? Parce que si on doit s'y prendre à l'avance, mais qu'à un moment donné, on ne peut pas partir, comment on fait? Et c'était la slide, je ne sais pas si on aura le temps de la présenter, mais c'était ma dernière slide, c'était le mot de cette année, je pense, c'est essayer d'anticiper un maximum sans se précipiter. C'est très facile à dire. C'est très, très facile à dire et j'en conviens. Après, les étudiants doivent… Voilà, merci, c'est la petite slide que j'avais fait. Alors, j'ai essayé de regrouper ça en 10 points, mais je pense que les questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que cette mobilité est obligatoire dans le cadre de votre cursus? Oui ou non? Ça, déjà une question. Quel type de mobilité vous allez choisir? Est-ce que vous voulez partir dans le cadre d'une mobilité institutionnelle ou une mobilité solo? Si c'est une mobilité institutionnelle dans le cadre d'études ou un stage, est-ce que l'organisme d'accueil est disposé à vous recevoir? C'est très, très important de savoir l'organisme, quelle est la réglementation de l'organisme d'accueil. Il y a certaines universités qui pourront vous recevoir physiquement et d'autres qui vous proposeront de suivre les cours à distance. Est-ce que vous êtes prêt à partir dans un pays si c'est pour suivre les cours à distance? Je revenais dans le point 4 sur les conseils aux voyageurs du site du MEAE. Le MEAE, c'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Les fameux conseils aux voyageurs de ce site internet sont les conseils officiels que l'on peut vous donner et qui sont liés au portail Ariane dont je vous parlais tout à l'heure. C'est lié, c'est le ministère des Affaires étrangères. C'est là où vous avez l'info en temps réel et mise à jour tous les jours. Quel est votre budget aussi derrière? Parce qu'une mobilité aux États-Unis, je pense comme dans la plupart des pays, mais aux États-Unis, particulièrement quand on part sur des mobilités après où on a des frais dans l'organisme d'accueil, on n'a pas les mêmes frais que si on faisait ces études en France. On a des choses à anticiper, on peut avoir des aides de l'université, mais il faut malgré tout prévoir son budget bien en amont. Parce que, et ça fait le lien avec le point 6, dans les temps qui courent, on a besoin d'une couverture assurantielle qui sera certainement différente parce que nous sommes avec une notion qui est nouvelle, c'est la notion de pandémie et donc des notions d'exclusion de la part de certaines assurances. Et donc, bien savoir
avec quelle couverture assurantielle on part. Quand je parle de couverture assurantielle, c'est le rapatriement, c'est comment on est assuré pendant la mobilité dans le pays d'accueil. Et d'un point de vue de la maladie aussi, parce que si l'on déclare une crise d'appendicite aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes frais qu'en France. C'est un tout. La logistique, le point 7, les billets, peut-être s'assurer que les billets sont remboursables maintenant, c'est d'actualité. Les mesures sanitaires, j'en parlais avant, l'inscription sur le portail Ariane. Les outils indispensables, alors ça, souvent, c'est les universités partenaires. Au moment où vous vous inscrivez auprès de l'université, vous faites un point sur votre visa, le visa qui est demandé. C'est souvent l'université, d'ailleurs, qui déclenche les formalités d'obtention de visa. À savoir, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vouliez aborder, mais je sais par expérience pour aller aux États-Unis, il faut un passeport qui soit valable 6 mois après les dates de séjour. Et enfin, la to-do list, c'est peut-être justement lister tout ça pour, sans paniquer, mais pour avoir une idée de toutes les démarches que l'on doit faire, quand et pourquoi. Je voulais avoir cette liste-là, parce que ça me semble important. Merci Cécile, ça tombait bien, puisqu'on arrive du coup sur la fin de cette visioconférence. Ça recadre bien les choses, ça a le mérite de vraiment de poser un petit peu. Il y avait une question là, à laquelle Dorothée vient de répondre, c'était savoir si c'est l'étudiant français du coup, qui choisissait à quel moment il partait, ou si c'était des choses qui étaient déjà un peu figées en fait. Ça dépend des formations. Voilà, ça dépend des formations, mais globalement, l'étudiant va devoir se soumettre un petit peu aux accords qui ont été passés entre les universités. Tout à fait. C'est-à-dire que dans certaines formations, on parlait tout à l'heure du droit, on ne vous permettra pas de partir avant le master parce qu'on considère que vous devez avoir une maturité universitaire pour pouvoir justement intégrer des niveaux graduate. À l'UCA en tout cas. Ok, merci. Peut-être juste avant du coup de vous laisser à chacun un petit peu le mot de la fin, je vais juste vous remontrer du coup voilà, les quelques sites ressources, mais voilà, qui ont été repris là, par chacun d'entre vous. Donc vous avez notre site euroguidance-france.org. Juste à savoir que on organise différentes visioconférences. La prochaine, c'est dès la semaine prochaine, donc jeudi 5 novembre, pareil à 17h30, avec le lien direct sur euroguidance-france.org. Il s'agira des études en anglais en Europe. Donc bien sûr Royaume-Uni, Irlande, mais également dans tous les autres pays européens qui proposent en fait des cours en anglais. Vous retrouverez bien sûr donc, le site de la commission Fulbright. On l'a vu, Céline nous a montré en direct, il y a vraiment beaucoup d'informations dessus. Ensuite, je vous invite vraiment à aller sur les sites des universités ou des écoles qui vous intéressent. Elles ont toute une rubrique internationale dans laquelle elles mettent vraiment beaucoup d'informations pour aider les étudiants à s'y retrouver. On retrouve très souvent les partenaires possibles en échange. Et puis, donc, le site du ministère des Affaires étrangères, donc de France Diplomatie, donc avec le conseil aux voyageurs, donc c'est diplomatie.gouv.fr. Conseil aux voyageurs, où c'est vrai qu'en ce moment, on est très régulièrement sur ce site, comme Cécile voilà, nous l'a rappelé tout à l'heure. Donc voilà, ça va commencer à prendre fin. On va avoir peut-être quelques petites questions. Alors, Céline, est-ce que vous avez juste un petit mot de la fin? Pourquoi est-ce qu'un étudiant devrait partir aux États-Unis? Qu'est-ce qui pourrait lui faire choisir de partir? Écoutez, les États-Unis, c'est quand même un pays au niveau de l'éducation, du système universitaire qui est quand même assez particulier et avec beaucoup de diversité, notamment par rapport au nombre des universités, etc., qui a aussi une certaine notoriété internationale. Et c'est vrai que moi, je suis partie moi-même il y a plus de 20 ans aux États-Unis, à Portland, dans l'Oregon, où j'étais assistante de français pendant 1 an sur un campus américain, et j'ai pu voir vraiment la culture universitaire américaine qui est, pour moi, qui est extraordinaire, très riche, beaucoup de diversité, beaucoup d'encadrement de professeurs et de l'administration. Donc, si vous avez envie de le faire, moi, je vous dis, faites-le. Essayez de trouver un moyen. Je sais que financièrement, c'est pas évident, mais il y a des possibilités de partir, ne serait-ce que dans le cadre d'un échange universitaire. C'est ce que j'ai fait, moi. Je suis partie en échange universitaire. Donc, voilà. Et ne soyez pas trop découragés par le Covid. On prie, on essaye que l'année prochaine, enfin, on espère plutôt que l'année prochaine, les choses vont s'améliorer. Et donc, normalement, les universités mettent tout en œuvre pour que leur campus soit ouvert aux étudiants américains et internationaux. Mes derniers mots, c'était que c'était les 4 meilleures années de ma vie. J'ai pu apprendre beaucoup sur tellement de choses. Professionnellement, ça m'a vraiment enrichi. J'ai pu faire de magnifiques stages, de magnifiques rencontres, vraiment diversifier ce que je voulais faire professionnellement, socialement. Et vraiment, jusqu'à présent, ça a beaucoup impacté ma vie.
moi-même, j'ai pu beaucoup grandir de cette expérience. Très bien, merci Ethel. Cécile, est-ce que vous voulez redire un dernier mot ou alors votre liste faisait office de conclusion? Ma liste fait office de conclusion, mais je pense comme Céline et Ethel l'ont dit, il faut, enfin, même si on est dans une période particulièrement compliquée, il faut garder à l'esprit que voyager, c'est ce qui nous fait grandir. Donc, ça peut être qu'une chose à faire, forcément. Merci pour vos messages optimistes. Dorothée? Oui, alors moi je voulais juste ajouter que effectivement on continuait à recevoir les jeunes qui sont tout autant intéressés par la mobilité à l'étranger et donc effectivement anticiper les départs. Peut-être que ben voilà, la mobilité se fera un petit peu plus tard, mais elle sera envisageable. Il y a des aménagements qui se font, il y a des choses qui restent possibles et en tout cas les envies des jeunes, elles sont encore là. Très bien. Bah, merci à tous d'avoir suivi cette visioconférence jusqu'au bout. Donc, vous nous retrouverez encore une fois dès la semaine prochaine en visioconférence. Et puis après, n'hésitez pas à faire appel à nos services, que ce soit par rapport au réseau Euroguidance, à la commission Fulbright ou aux universités qui vous accompagnent.